Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici le sommaire du journal du 27 avril 2018. L'Assemblée de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun s'est tenue ce vendredi. L'assainissement du secteur était au centre des débats. L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun s'est rendu à Bamenda dans le nord-ouest. C'est pour des questions relatives au VIH-Sida. La santé et la sécurité au travail fait l'objet d'une sensibilisation dans la ville de Douala quelques jours avant la fête du travail. En sport, le Cameroun fait des merveilles au championnat d'Afrique de kickboxing. Et dans le plus de l'information ce soir, on parlera du Conseil national de la jeunesse dont le bureau a été installé ce vendredi. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Ouvrons ce journal à Yaoundé pour parler entre autres de l'aide aux réfugiés et des préparatifs de la fête du travail. C'est avec vous Alain Ghislain Kanga. Bonsoir. Vanessa Amela, bonsoir à tous. Effectivement, avant de revenir sur ces informations, commençons par ces levées de rive d'eau ce jour à Yaoundé de la 6e édition du Salon international de l'artisanat du Cameroun, un grand rendez-vous culturel pour les artisans locaux et étrangers qui dévoilent leur savoir-faire et mettent en valeur leur secteur d'activité. Reportage Karel Mezatachoya et Serge Alain Ziebou. Des produits artisanaux made in Cameroun présentés ça et là au palais des congrès de Yaoundé. La preuve, s'il en était encore besoin, que le Cameroun dispose d'un fort potentiel artisanal. Il est question de le promouvoir et le valoriser. C'est ce que font ces artisans venus de tous les coins et recoins du pays. Ils mettent en vitrine leur savoir-faire à cette 6e édition du Salon international de l'artisanat du Cameroun. Parmi eux, ceux venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. La coupure du ruban symbolique par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari, représentant du chef de l'État, marque l'ouverture officielle de ce grand rendez-vous. Édition spéciale, marquée par la célébration du 10e anniversaire de l'existence du salon. Occasion de dresser le bilan. Beaucoup de choses ont été faites. Nous avons des infrastructures artisanales dans toutes nos régions, complètement achevées ou en voie d'achèvement. Nous encadrons les artisans, on a dit ça devant eux tous. Ils sont ici gratuitement. Aucun pays africain ne fait un salon gratuit comme nous on fait là. Deuxièmement, ils font des ventes qui ramènent de l'argent. Ils vendent même en ligne. 2017, on a dépassé le 1,5 milliard. Rien que les ventes en ligne, à Limbe et à Yaoundé. Le public, en faisant le tour pendant environ 10 jours, va découvrir les merveilles d'ici et d'ailleurs. La fête internationale du travail se prépare déjà au Centre international de référence Chantal Biaille. Pour cette édition, le personnel est invité à la culture de l'esprit du travail. Une table ronde a été organisée dans le but de leur montrer l'importance du travail en équipe pour un meilleur rendement. Karen Bezatachoya, une fois de plus. Pour cette 132e édition de la Journée internationale du travail, le Centre international de référence Chantal Biaille, qui s'investit depuis sa création dans la recherche pour tordre le cou au VIH-Sida, a choisi de s'investir dans le social et cultiver l'esprit de travail en équipe et professionnalisme, en plaçant l'humain au centre de tout, afin d'avancer dans ses missions régaliennes. Croyons que partager des valeurs communes en tant qu'employé d'une structure comme le CIRCB devrait nous aider à affronter les défis que nous avons, et ça pourrait également nous aider à rendre beaucoup plus de résultats tels qu'attendus par la communauté. Parce qu'il faut savoir que le VIH et le SIDA ont un fardeau qu'il est difficile de mesurer. Nous devons nous investir davantage pour leur donner les solutions qui leur permettent d'avoir le sourire. La table ronde organisée ce 27 avril à Yaoundé au siège du CIRCB, avec pour fil conducteur la culture d'entreprise dans un établissement public administratif comme facteur de promotion du travail et des progrès socio-économiques, va justement permettre au personnel du centre fondé par la première dame du Cameroun, Chantal Biaille,
d'enrichir leurs connaissances en la matière. Un expert du groupement interpatronal du Cameroun est là pour les édifier. Le directeur du CIRCB a ouvert les travaux. Parlons donc de recherche. Je pense aussi que nous ne devons pas perdre de vue que notre spécificité, c'est aussi la qualité, puisque nous sommes une référence quelque part. Quand on doit faire les tests de dépistage, pour qu'on soit sûr définitivement du résultat. Avant cette réflexion, il y a eu investissement humain. Plusieurs autres activités sont inscrites à l'ordre du jour et l'apothéose, c'est le 1er mai prochain. Le ministre de l'administration territoriale était face aux armuriers ce jour à Yaoundé, une occasion pour Paul Atangandi de les inviter à plus de rigueur dans leurs opérations de vente d'armes. Un message reçu par les interlocuteurs du ministre au rang duquel leur représentant, le docteur Belibi, que je vous propose d'écouter au micro de Ghislain Pierre-Issono et Luc Mvando. Nous avons proposé cinq actions précises et concrètes au ministre. Tout d'abord, nous avons pensé qu'il était souhaitable d'organiser des séminaires concernant la loi de 2016 qui accompagne les armuriers pour une meilleure imprégnation qui susciterait aussi une bonne application de la loi. Que le MINAT nous aide à organiser des séminaires et symposiums concernant ce domaine spécifique de la loi. Nous avons parlé dans un autre point de l'informatisation des armureries, ce qui permettrait d'avoir en un instant, en temps réel, les informations précises, d'avoir la traçabilité de tout ce qui se passe au sein de l'armurerie en temps réel. La jeunesse camerounaise doit s'employer dans leur manière active dans le processus de développement. Son dynamisme est un atout dont les pouvoirs publics attendent l'œuvre. Eh bien, des mots prononcés par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique au cours de la cérémonie d'installation des 11 membres du Conseil national de la jeunesse récemment élus au bureau exécutif du Conseil. Le panion est désormais porté par Fadimatou Yawa Ousmanou, la présidente qui promet de représenter valablement les jeunes. Je vous propose de l'écouter au micro d'André Marindia. Nous sommes conscients que la jeunesse camerounaise représente près de 72% de la population camerounaise. Alors, parmi cette jeunesse, nous avons environ 27% qui sont au chômage. Et nous allons nous évertuer en fait à accompagner cette jeunesse camerounaise à pouvoir entreprendre afin de pouvoir se développer, de pouvoir être autonome, de pouvoir en fait aller vers un développement durable et de pouvoir en fait s'épanouir. Donc j'appelle toute la jeunesse camerounaise à se mobiliser afin qu'on forme tous un pour pouvoir travailler tous ensemble. Parce que le Conseil national de la jeunesse doit former un avec toute la jeunesse camerounaise. Nous sommes là pour vous représenter et valablement et travailler tous ensemble. Et ces membres nouvellement installés ont été élus après 2 jours de remue-ménage à l'hôtel de ville de Yaoundé. Des élections engluées dans un ensemble d'incompréhension, de dysfonctionnement et de pratiques illégales. Et vers la fin de ce journal, Arnaud Nguefa vous plongera dans ces élections bouillonnantes dans le plus de l'info. Les étudiants bénéficiaires d'ordinateurs offerts par le président de la République auront désormais accès à Internet au début et qui plus est gratuitement. C'est la résultante de l'accord cadre signé ce jour par le ministre de l'Enseignement supérieur et la direction générale d'Orange Cameroun. Et c'était en présence de nos reporters Karel Mezatatuya et Michel Foucault. Orange Cameroun et le ministère de l'Enseignement supérieur, main dans la main pour la digitalisation du système universitaire et l'octroi de la connectivité pour les 500 000 ordinateurs offerts par le chef de l'État, Paul Biya, aux étudiants camerounais. L'accord 4 irrélatif a été paraphé ce 27 avril à Yaoundé dans la salle des actes du MINSUP entre le chef de ce département, Jacques Famondongo, chancelier des ordres académiques, et Frédéric Debord, directeur général d'Orange Cameroun.
De quoi consolider la gouvernance numérique universitaire au sein de nos institutions publiques et privées. Le mot magique, c'est la connectivité. Ils ont des ordinateurs, ils ont des logiciels Microsoft, ils ont des processeurs Intel, c'est déjà très bien, mais avec Orange Cameroun, ils iront plus loin. Cet accord cadre vient renforcer le partenariat Orange-Minsup qui dure depuis plusieurs années maintenant. Nous avons développé beaucoup de programmes dans le passé et aujourd'hui, avec cet accord cadre, nous allons pouvoir continuer ce que nous faisons ensemble, apporter plus de connectivité dans les universités. C'est un programme cadre, on travaille avec chacune des universités pour offrir des solutions adaptées aux étudiants, à la fois en termes de connectivité qui est la base, mais aussi pour aider à la mise à disposition de contenu. Je pense que les étudiants ont besoin de connectivité, ils ont aussi besoin de contenu, ils ont aussi besoin de support et Orange va apporter toute une panoplie d'offres. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la conférence des chefs des institutions universitaires. Orange Cameroun apporte ainsi une plus-value de digital aux étudiants camerounais. 500 millions de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe que la France réserve au soutien des réfugiés centrafricains à l'Est et aux Camerounais fuyant les villages dans l'extrême nord. Cet octroi qui transite par le programme alimentaire mondial vient d'être acté par une signature de convention entre Gilles Thibault, ambassadeur de France au Cameroun, et Abdoulaye Baldé, directeur pays du PAM au Cameroun. Rodrigue Tanguay et Aminou Aliou. Une cérémonie sobre, pourtant porteuse d'espoir pour des dizaines de milliers de réfugiés centrafricains au Cameroun et des déplacés internes. Par ce coup de griffe de son ambassadeur à Yaoundé, la France octroie ce 27 avril, au titre de l'année 2018, 300 millions de francs CFA, première tranche de son appui annuel à l'action du programme alimentaire mondial au Cameroun. Cette enveloppe sera complétée plus tard, après une signature de convention analogue pour le décaissement de 200 millions de francs CFA supplémentaires, soit un demi-milliard de francs CFA au total pour l'agence onusienne qui a dû ces derniers temps réduire les rations alimentaires de base à 75%, faute de moyens, avec des conséquences alarmantes pour des réfugiés qui ne comptent exclusivement que sur cette distribution-là. Il n'a fait de tous les jours, c'est pas construire une école et de repartir. Le coup de pouce de la France trouve reconnaissance aux yeux des autorités camerounaises, représentées à la signature de convention par le comité interministériel des programmes de nutrition. Et nous osons espérer que cet appui va contribuer de manière efficace. Et naturellement le PAM qui se déploie à l'extrême nord, auprès des déplacés vulnérables, et à l'est, dans les camps de Gado, Lolo et Bilé, où se trouvent des réfugiés centrafricains. La France est engagée dans la lutte contre toutes les formes de malnutrition au Cameroun et participe donc activement. C'est depuis 2016 que Paris s'est inscrit dans cette démarche de secours aux réfugiés étrangers et déplacés internes au Cameroun. Le PAM espère qu'elle et les autres capitales continueront à agir pour une réponse humanitaire ici et ailleurs, en tout cas partout où l'on crie famine. Après le Sénat, l'hôtel Montphébé fait sa rentrée parlementaire. Lui aussi, l'établissement hôte des sénateurs en période de session a organisé hier une soirée à l'honneur des parlementaires qui renouent avec les activités en session de plein droit. Karel Mezatatua et André Marindia. La formule hôtel des sénateurs colle au Montphébé tel un gant. Durant 5 ans, les sénateurs de première législature de la Chambre haute du Parlement camerounais ont pris leur quartier dans ce palace perché sous les hauteurs du Phébé à Yaoundé. En cette rentrée pour 5 nouvelles années, rentrant dans la 2e mandature, ce 27 avril, pour marquer l'événement, un cocktail dînatoire est offert à ces prestigieux hôtes. Le Montphébé veut mettre plein la vue aux sénateurs, dont un échantillon est bien représenté à la soirée. En plus du confort des chambres, les délices de la cuisine et son jardin luxuriant, la direction du palace multiplie les égards dès ce début de mandat. Il y aura des innovations. La preuve est que je leur ai déjà mis une table de ping-pong s'ils veulent se relaxer. Et je prévois ici, d'ici quelques temps, n'est-ce pas, apporter un peu plus de confort dans le coin du bar, où ils aiment souvent rester et discuter, et je pense que cela va leur permettre, n'est-ce pas, de s'améliorer. Certains équipements également seront améliorés, je pense
normalement à certains appareils que je devrais installer pour leur faciliter davantage. Il y en a déjà, mais il faut toujours chercher à s'améliorer. Ces parlementaires ne boudent pas leur plaisir. Devant des tables dressées à leur hauteur, des promesses de performance dans le service. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici. C'est une soirée très sympathique. Autant que nous venons de travailler au Sénat, ça nous détend, ça nous permet de nous détendre un peu. C'est très agréable, c'est une bonne initiative. Nous pensons que le directeur général fait une fois de plus preuve de son professionnalisme. Le Mont-Fébé revendique des ressources humaines compétentes et un savoir-faire technique qui a fait ses preuves depuis 50 ans. Dans l'actualité également, on parle de l'Assemblée de l'Ordre des conseillers fiscaux tenue ce vendredi. On en parle avec vous, Vanessa Mela. Bonsoir. Bonsoir Alain Gisela, merci et bonne soirée à vous. Effectivement, l'assainissement de l'ordre national des conseils fiscaux du Cameroun constitue l'un des objectifs majeurs de l'Assemblée de l'ordre qui s'est tenue ce 27 avril au siège du JICAM à Douala. Le reportage est signé Jean-Christian Akam. Le métier de conseil fiscal est exercé au Cameroun par des personnes non agréées à la CEMAC pour la plupart. Le président de l'Assemblée générale de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun l'a fait savoir ce 27 avril à Douala. C'est une profession réglementée au niveau régional par la CEMAC, mais on s'aperçoit que de plus en plus, il y a des gens qui exercent cette profession sans avoir l'agrément CEMAC, sans être inscrits à l'ordre. Et donc ça fait donc 80% des gens qui exercent cette profession l'exercent dans l'illégalité. Recherchant la bonne gouvernance financière, la corporation a aussi à cœur de rajeunir ses effectifs. Il y a un concours d'entrée et puis évidemment les mêmes conditions sont requises. Et à partir de ce concours d'entrée là maintenant, tous ceux qui sont admis font donc ce stage de 5 ans au niveau du cabinet, après quoi les dossiers sont remontés au niveau de la CEMA pour être agréés. Le conseil fiscal est celui-là qui est appelé au quotidien à accompagner les contribuables dans leurs obligations fiscales. Nous sommes aux côtés des contribuables, nous leur permettons de payer le juste impôt. Et pour le représentant du ministre des Finances, en qualité de tuteur institutionnel, cette assemblée devrait renforcer la crédibilité de l'ordre. Il était donc de bon ton qu'au moment où ils organisent leur assemblée générale au cours de laquelle ils vont examiner les rapports et les bilans de l'exercice passé, il était donc tout à fait normal que l'autorité de tutelle soit représentée pour les accompagner comme de coutume. Seront également revues les questions liées aux cotisations des membres et au règlement intérieur, entre autres points à l'ordre du jour. L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun s'est rendu à Bamenda. C'est pour prendre le pouls de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida, un problème qui préoccupe les États-Unis d'Amérique depuis environ 7 ans. Monique Naossi nous en dit plus. Depuis 7 ans, les États-Unis sont au chevet des personnes vivant avec le VIH-Sida dans les régions du sud-ouest, du nord-ouest, du littoral et du centre. Et c'est pour apprécier cette prise en charge que l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Peter Henry Berlerin, s'est rendu à Bamenda. Cette prise en charge est inscrite dans le plan du président américain pour l'allègement des souffrances des personnes vivant avec cette pandémie. Ce projet est exécuté par la Cameroun Baptist Convention Health Service avec l'hôpital régional de Bamenda. Nous comptons aider le gouvernement du Cameroun à enrayer le fléau du VIH-Sida et aussi de diminuer la discrimination contre les personnes qui vivent avec le VIH-Sida. C'est pas bien de discriminer contre ces personnes parce que ce sont des êtres humains et ils vaut aussi mieux que moi et que vous. Que ce soit dans les laboratoires, les bureaux, la banque de sang et la pharmacie, des conseils sont prodigués. Depuis 2011, on voit que le taux de prévalence a baissé de 9 à 3 et aussi les transmissions de VIH-Sida, mère-enfant, et aussi baissé de 9 à 2.
Et on pense que ça va continuer à progresser dans cette manière et on doit atteindre les visions de SIDA. Vous avez vu l'équipement qui se trouve à la banque de sang. Directement devant ce pays, c'était un pick-up, la croissance. Tout ceci a été donné, je dirais, à la population du Nord-Ouest par le gouvernement des États-Unis. Des centaines de personnes vivant avec le VIH-Sida et leur groupe de soutien se sont mobilisés pour accueillir chaleureusement le représentant de leur bienfaiteur. Désormais, les malades vivant avec le VIH-Sida appréhendent leur maladie comme tout autre. Comment se doter d'un plateau technique d'imagerie médicale adapté aux besoins de la population? Comment s'assurer que ces équipements sont manipulés par des personnes qualifiées? Ce sont là quelques questions soulevées à Douala dans le cadre des 14e journées de radiologie d'Afrique francophone. Un événement suivi de près par Lille Piedjou et Luciano Djako. Douala, la capitale des 14e journées de radiologie d'Afrique francophone. Ils sont plus de 300 médecins spécialisés en radiologie, ingénieurs biomédicaux, techniciens d'imagerie médicale et autres représentants industriels venus prendre part à ce forum dont l'objectif régné est de faciliter l'accès aux soins de qualité à travers le scanner, l'imagerie par résonance magnétique, entre autres. C'est un forum d'échange et de discussion au bout desquels on fait des recommandations aux gouvernants pour nous permettre de voir dans quelle mesure, tout en respectant la politique nationale de santé dans chaque pays, que l'on voit dans quelle mesure on peut améliorer le plateau clinique existant pour le bien-être des patients. Parce que le patient, il est au cœur de nos préoccupations. Les pays africains sont confrontés aux maladies infectieuses chroniques qui nécessitent une radiologie pour un traitement efficace. Seulement, les coûts restent élevés. Les problèmes essentiels sont les problèmes de formation, bien sûr, et également d'accès aux différentes machines, puisque la radiologie et l'imagerie médicale demandent des machines qui coûtent très cher et avec une maintenance importante. Donc le tissu actuellement en Afrique de développement et d'utilisation du matériel et de développement du déploiement du matériel est encore insuffisant pour pouvoir prendre en charge la population. Pendant 4 jours, les échanges sont placés sous le thème « Accès optimal aux technologies avancées en imagerie médicale en Afrique ». Tout ceci pour une couverture sanitaire universelle. Demain, 28 avril, on célèbre la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. À cette occasion, des médecins de travail ont procédé à une opération de sensibilisation des chefs d'entreprise et des employés. Cette sensibilisation porte sur les domaines du droit et de la politique de santé en entreprise. Mireille Flormanet, Marius Kosso. 80% des entreprises camerounaises ne sont pas couvertes en matière de santé et sécurité au travail. Chaque chef d'entreprise a pour obligation de sécuriser son personnel, quel que soit son effectif. Ceci sera bénéfique non seulement pour l'employé, mais également pour lui et son entreprise. Un service de santé et sécurité au travail aide à accroître la disponibilité sur les lieux de travail des travailleurs en très bonne santé. Et ensuite, la deuxième raison, c'est qu'ils n'ont pas à aller envoyer leurs travailleurs dans certains hôpitaux qui n'ont pas de service de pathologie professionnelle. C'est-à-dire, on ne connaît pas dans ces hôpitaux les risques que courent les travailleurs dans leurs tâches. L'environnement du travail au Cameroun n'est pas en noir. Les 5 axes que l'employeur devrait respecter pour éviter qu'un travailleur n'ait un accident de travail ou encore une maladie professionnelle ne sont pas respectés dans les entreprises camerounaises. Aujourd'hui, le Cameroun compte 65 médecins de travail. D'autres inspecteurs de travail vont être formés pour réglementer ce secteur et contraindre les chefs d'entreprise à protéger leurs employés sur les lieux de travail. Et ceux-ci devraient au préalable connaître leurs droits. La sécurité, la santé au travail, promet la productivité de l'entreprise, améliore la qualité des services de l'entreprise, améliore la productivité.
Vous le savez aussi, la sécurité et santé au travail va améliorer les conditions de vie des travailleurs, leurs conditions de santé. Et nous avons voulu aussi nous adresser aux travailleurs eux-mêmes. Ils doivent désormais savoir quels sont leurs droits. Les responsables de la Société camerounaise de santé et sécurité au travail ont échangé avec les hommes de médias de la ville de Douala en raison de la célébration le 28 avril de la Journée mondiale de la santé et sécurité au travail et de la 22e journée africaine de la prévention des risques professionnels célébrée le 30 avril. Autre événement d'actualité, le coach de vie, Lady Sonia, est au Cameroun depuis quelques jours. Celle dont la notoriété et le travail ne cessent d'être appréciés sur les réseaux sociaux vient pour une séance de coaching. Ce sera demain samedi ici à Douala, à l'hôtel Aqua Palace, où plusieurs femmes en quête de développement personnel sont attendues. Jules Trésor Tanon l'a rencontrée. J'ai 6 enfants. Je suis mariée à un homme merveilleux qui me permet d'être libre et épanoui aussi, mariée depuis près de 20 ans. C'est une femme dont le charisme et les conseils impressionnent sur les réseaux sociaux. Suivie par plus de 500 000 personnes sur sa page Facebook, Lady Sonia est un coach de vie au destin particulier. Originaire du Congo-Brazzaville, ses déboires et ses souffrances passées l'ont totalement transformée. Quand je suis sortie de ma dépression, ma grosse dépression, j'avais besoin d'écrire pour me soigner. Et donc j'avais utilisé ma page personnelle, mais j'ai remarqué que dès que j'écrivais, j'avais beaucoup de retours, beaucoup de gens s'identifiaient, il y avait des gens qui m'écrivaient en inbox pour me dire ce que vous avez publié, ça m'a marqué, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il faut dire qu'à cette période-là, quand je dormais, je voyais, je rêvais beaucoup, que je me trouvais dans des stades où on criait mon nom. Coach Sonia est une femme influente et intellectuelle. En quelques années seulement, elle a transformé des âmes meurtries en personnes confiantes et expertes dans l'estime de soi. En 2 ans, nous avions reçu près de 7 millions 300 messages de remerciements. Des filles qui étaient au bord du suicide, des couples qui se sont remis ensemble, des vies transformées, des femmes violées qui ont été soignées, guéries, des femmes qui étaient complètement à la rue, qui ont lancé leur entreprise. Chaque jour, aucun jour ne passe sans que je reçoive des merci Coach Sonia. Présente au Cameroun depuis quelques jours, Coach Sonia a rendez-vous ce samedi à Douala avec des personnes en quête de bonheur grâce à son savoir-faire. Ici au Cameroun, je veux parler de la femme qui gagne en amour parce que je vois qu'elle est beaucoup cassée et beaucoup de questions que je reçois au niveau de mes abonnés camerounaises tournent vraiment autour de la relation et de l'amour. Et donc demain, je parlerai de ça en long en large avec un concept pour qu'elle gagne. C'est 10 000 francs l'entrée. Le Canalaire Tour de Lady Sonia, c'est ce samedi 28 avril à l'hôtel Aqua Palace de Douala dès 15h. Un coach pas comme les autres, le plus souvent très blagueuse, en conseillant. En culture, le dernier week-end d'avant la fête du travail s'annonce très mouvementé. Valsero et Macaz, unis dans la lutte contre les migrations irrégulières, offrent un spectacle à l'IFC de Yaoundé, alors qu'à Gaoundéré, des stars sont réunis pour un projet d'insertion de la jeunesse. L'actualité culturelle du week-end avec Lille Piediou et Linda Teguep. Je porte plainte contre notre système carcéral. Les détenus étouffent et crèvent de faim dans leur local. 2 univers musicaux différents s'unissent pour offrir un concert exceptionnel. Le rappeur Valsero et le groupe Macaz. C'est ce jour à l'Institut français du Cameroun, antenne de Yaoundé. Un concert de sensibilisation contre les migrations irrégulières. Le projet est baptisé « Je ne prends pas les risques ». La belle ville de Yaoundé va également accueillir le Kimwankoum, le roi des montagnes, Dedi Eyango, qui célèbre ses 35 années de carrière au Ilonge. Yaoundé sera également arrosé par des soirées inoubliables au cabaret et au Lonam, vendredi, samedi et dimanche. Les artistes invités, Tonton Ebogo, Mangaluki, Lisette Omambele, pimenté, des sons de balafon et guitare. À Douala, Bodabéry est en fête. Claudia Dikosso poursuit ses œuvres de pérennisation de notre identité culturelle avec le cabaret Mouyenge, temple de la culture qui accueille le roi Polo à 18, Martinon Gallet et bien d'autres artistes de renom, 2 jours d'affilée pour un show live.
Toujours ce vendredi, la ville de Ngaoundéré, temple des stars. Un méga concert au stade Ndoumbe Oumar Ngaoundéré pour la construction d'un foyer de jeunes Ngahan. Mathématiques, Moni et 4 petits pays franco et Fadaka Outal. Des artistes qui seront appréciés par les autorités en place, notamment le sous-préfet de Ngahan et le gouverneur de la région de l'Adamawa. On va terminer avec ce concert de l'espoir au centre culturel Hope on Live. Un concert de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux. Artistes invités, Queen Teme, Takam 2, entre autres. Bon week-end. Ce vendredi, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a installé le bureau récemment élu du Conseil national de la jeunesse. La fin d'un processus électoral tumultueux, teinté de corruption, de faux et de toutes sortes de tripatouillages. Au cœur de ces élections, de la discorde du CNJC, c'est le plus de l'info, tourné en grande partie en caméra cachée. Une signature d'Arnaud Gueffac et Francis Guebna. Un jour J battant, samedi 1er avril 2018, un air de curiosité à l'hôtel de ville de Yaoundé. La jeunesse est dans le joug d'une élection qui s'annonce tendue, celle du bureau du Conseil national de la jeunesse. Une journée de divagation, l'élection bloquée par un ensemble d'incompréhensions jusque tard la nuit. Commission électorale et délégués noyés dans un tralala infructueux. Des mains souterraines sont aux commandes de la situation. La seule et petite institution que le président a mis à notre disposition est prise encore en otage. Au niveau de l'enregistrement et de la validation des candidatures, blocus total. Même si la commission électorale refuse le mot blocus. Le mot pour le vice-président rencontré est comme du piment sur la langue d'un nouveau-né. On ne peut pas parler de blocage. Ce dont on peut plutôt parler, c'est d'un exercice d'initiation réelle à la mise en commun d'un certain nombre de dynamiques, à la fusion de l'ensemble des énergies des jeunes. C'est ce qu'ils ont appelé consensus. Une expression que les textes ne reconnaissent pas. Il y a comme une orchestration pour faire passer à tout prix et à tous les prix des choses sans le consentement des délégués. Les élections elles-mêmes porteuses d'un germe d'impréparation qui agit négativement sur le processus. Il n'y a pas de fiche installée au niveau de la porte centrale, ni au niveau du barbillard. En fait, comment pour faire les listes? On doit pouvoir venir devant la salle des élections et trouver un fichier en bonne et due forme. Si quelqu'un a l'âge dépassé, qu'on dise âge dépassé. Quelqu'un a double identité, qu'on dise double identité. Question d'âge illégaux de certains candidats. Le ministre entre en scène par là. Coup de tonnerre, 4 disqualifiés. Motif, identité double. Les 2 premiers se résignent. Argument crépitant. Vous ne pouvez pas signer un corps électoral avec les candidats que 48 heures après, vous dites qu'ils sont disqualifiés. Ça devient de l'imbroglio. Plus de 3 millions de Camerounais ont des identités doubles. Aveu de l'infraction. Un processus pourtant commencé dans l'arrière-pays, avec les mêmes erreurs. Au niveau de tous les arrondissements de notre pays, au niveau de tous les départements et au niveau de toutes les régions, on n'a pas les mêmes facilités techniques dont on peut disposer lorsqu'il s'agit de se retrouver au niveau national. Les 2 derniers contestent la mesure ministérielle en revendiquant leur honneur. Je me sens méprisé, humilié et combattu. La justice ne doit pas prospérer dans un contexte où on est en charge de l'éducation civique de nos enfants. Le sieur Ipando, pétillant d'assurance, qui nous invite à domicile pour présenter toutes ses pièces officielles et diplômes. Concordance de date, sauf que le CEPE, souvent bonne clé de vérification, est manquant. De toutes les façons, la messe de disqualification est déjà dite. Un arrêté via WhatsApp reporte d'un jour les élections. Scrutin programmé pour 10 heures. Élection transformée en poisson d'avril. Le lendemain, le blocus continue jusqu'à la tombée de la nuit. Réunion sur réunion, consensus impossible. Vous avez des délégations qui vous disent que
l'élite a dit que, l'élite a donné la consigne que nous devons faire ceci. Des candidats qui sont menacés par la commission ou par certaines personnalités de ce pays, qu'ils appartiennent par exemple au camp de Akere Mouna ou au camp de Maurice Kamto. Deuxième jour tumultueux. Un milieu jeune, mais le balai des véhicules de luxe est impressionnant. Chaque liste logée dans des hôtels huppés pour la plupart. La candidate qui, dit-on, a les faveurs de la commission électorale et du ministère est logée ici avec sa bande. Un ancien président, membre de la commission, est aperçu là plusieurs fois dans les tractations. Il y a une élection, il y a une commission électorale qui a fait un procès verbal, qui a constaté les élections. Il y a eu des recours qui a été examiné et voilà. Il y a, au bout du processus, il y a eu un bureau qui a été élu. Un mauvais invité s'est infiltré dans le processus depuis le début. De l'argent, objet de corruption. Les soupçons d'argent qui seraient en train de passer, c'est-à-dire acheter des personnes pour se retrouver dans les listes ou acheter des voix. Des discordes irrelatives sont vite révélées. Éclats de voix, bagarres et même interpellations. Un jeune impliqué dans les affaires de Gombo a été gardé ici à la gendarmerie de Mendon. Un échange de messages non authentifiés, témoins des transactions. Contre toute attente, les délégués sont enfermés. Présence étrangère proscrite, policiers baraqués au tamis. Sauf qu'une délégation, sous le coup de la colère, claque la porte. Et voilà le directeur général, ou c'est le directeur général. Il nous impose, nous jeunes. Ça ne doit pas se passer comme ça. Nous sommes les seuls à décider qui sera président. Nous sommes là depuis le matin. Ils attendent jusqu'à minuit pour disqualifier notre candidat parce qu'ils veulent faire passer leur candidat. Finalement, comme par césarienne, un bureau est élu. La présidente, tout émue. C'est la voix du changement aujourd'hui. C'est le genre qui parle. C'est l'innovation, c'est un nouveau visage. Sauf que là, le bureau élu est vite contesté. Des recours introduits. Nous avons introduit un recours pour des irrégularités flagrantes et importantes qui ont émaillé le processus depuis le début. Le camp des élus se prononce. Les procédures électorales sont théoriques. Les pratiques électorales ne sont pas toujours très identiques parce qu'on tient compte des circonstances des élections. Est-ce que ça peut faire le motif d'un recours possiblement? Est-ce que ça peut être une raison suffisante d'annulation ou de reprise des élections? Ça, c'est à la commission de décider. Les irrégularités soupçonnées sont multiples. Un bureau incomplet élu, le processus tronqué à la base par l'élection des délégués irréguliers. Refus des procurations pourtant délivrées par la commission électorale elle-même. Un peu de trop, non? Ceux qui sont membres du bureau national ou ceux qui sont commissaires au compte du bureau national, du conseil national de la jeunesse, sont des jeunes qui sont élus entièrement par le père. Aucun de ces jeunes-là n'est désigné par le ministre ou par un collaborateur du ministre. Une élection dont 1000 problèmes. Les uns se poseront la question « Jeune, que veux-tu » et d'autres chanteront « Ce pays, tue les jeunes ». C'est donc la fin du journal. Nous parlerons du championnat africain de kickboxing dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end et excellente fin de soirée sur Canal 2 International.